Lors des auditions au Congrès, une question a été posée directement. La Standard Oil avait-elle accordé des arrangements au chemin de fer qu'elle n'avait pas offerts à d'autres expéditeurs? La réponse fut « Non, monsieur ». On a demandé ensuite si l'entreprise avait essayé de rendre les affaires des outsiders si peu rentables qu'ils seraient contraints de partir. Non, monsieur, jamais. L'auditoire écoutait attentivement. Les journalistes prenaient des notes. Quelques semaines plus tard, les témoignages furent publiés, avec 1000 pages sur un total de 1500 consacrés à la Standard Oil. Cela en dit long. Il n'y avait pas un seul paragraphe dans le rapport qui ne soit pas lié à l'enquête la concernant. Et pourtant, la réponse était toujours « Non, monsieur ». Elle était donnée calmement, sans hésitation. Pendant ce temps, dans les tribunaux de différents États, des affaires étaient en cours, avec des documents précis, des tarifs spécifiques et des noms d'employés de la Standard Oil qui étaient impliqués dans ces actions. George Rice, originaire de l'Ohio, possédait des documents signés par des associés de Rockefeller, où il était clairement indiqué qu'il payait 35 cents par baril, tandis que la Standard Oil ne payait que 10 cents pour le même trajet, et que 25 cents de chaque baril qu'il expédiait était directement transféré à la Standard Oil comme compensation. De l'argent des autres pour son propre transport. Le Congrès a écouté Rockefeller, il a noté, mais il n'a rien fait. C'est ainsi que se présente l'histoire de l'homme le plus riche de l'histoire américaine, une fois que l'on retire le filtre rose. Et cette histoire ne commence pas avec lui, mais avec son père. William Avery Rockefeller était surnommé « Devil Bill » par ses contemporains. Pas derrière son dos, mais en face, car c'était un homme imposant qui aimait les armes. Il était colporteur de profession, mais un charlatan et un bigame par vocation, et, si l'on en croit le tribunal du comté d'Onondaga dans l'État de New York, un violeur. Le 26 juillet 1849, il fut accusé de viol aggravé, c'est-à-dire avec usage d'une arme. La famille a immédiatement déménagé. L'affaire n'a jamais été jugée. Au 19e siècle, les familles riches savaient comment agir ainsi. Depuis 1855, Bill vivait sous le nom du docteur William Livingston. Il s'était installé au Canada, à Norwich, dans la province de l'Ontario, où il épousa une jeune fille de 17 ans, Margaret Allen. Il s'agissait d'un mariage bigame, car sa légitime épouse, Eliza, la mère de John Davison et des autres enfants, était toujours vivante et n'avait pas été divorcée. Elle décéda seulement en 1889, sans jamais avoir su officiellement que son mari avait disparu depuis longtemps. Le docteur Livingston parcourait les petites villes du Midwest pour vendre un remède contre le cancer. Un flacon coûtait 25 $, une somme considérable à l'époque. Ce produit appelé « rock oil », c'est-à-dire huile de roche, ne guérissait pas le cancer, car rien ne peut guérir cette maladie, surtout lorsqu'il ne s'agit que d'huile conditionnée dans un joli flacon. Un de ses disciples, un certain Charles Johnston, a par la suite raconté que Bill demandait 1000 $ pour enseigner son art. La célèbre phrase prononcée par Bill à propos de l'éducation de ses fils était « Je trompe mes garçons à chaque occasion. Je veux en faire des hommes rusés. » Ce n'est pas un apocryphe, mais une déclaration documentée que ses fils préféraient ne pas évoquer par la suite. John Davison Rockefeller est né en 1839 à Richford, dans l'État de New York. Il était le deuxième d'une fratrie de 6 enfants. Son père était rarement présent à la maison. Il apparaissait brièvement, laissait de l'argent, puis disparaissait à nouveau. Lorsque John devint l'homme le plus riche d'Amérique, il versa secrètement une pension à son père durant les 25 dernières années de la vie de ce dernier. Les journaux de Pulitzer offraient une récompense de 8000 $ à quiconque retrouverait Bill et le remettrait aux journalistes. Personne ne le trouva. Bill décéda en 2006, à l'âge de 96 ans. Ses fils l'enterrèrent sous un nom d'emprunt. John apprit très tôt à gérer l'argent. Il racontait avec plaisir comment il mettait des pièces de monnaie dans sa tirelire d'enfant et comment, à 16 ans, il tenait un livre de comptes pour chaque centime. Il parlait aussi volontiers de sa foi. Chaque dimanche, il se rendait à l'église. Chaque semaine, il faisait un don. Tout était inscrit dans le même livre, colonne par colonne, avec la date. À 23 ans, il ouvrit une raffinerie de pétrole à Cleveland.
Dès le premier jour, il tenait un compte précis de chaque clou, de chaque planche utilisée lors de la construction, ainsi que de chaque baril produit. Ce n'était pas une simple manie de minutie, c'était un outil de contrôle. Connaître les chiffres, c'était savoir où se trouvaient les pertes, savoir où l'on était trompé. À cette époque, la ruée vers le pétrole battait déjà son plein. En Pennsylvanie, on extrayait et dans l'Ohio, on raffinait, tandis que le commerce se développait à travers tout le Midwest. Rockefeller comprit immédiatement l'essentiel. Celui qui contrôlait le raffinage et la livraison contrôlait tout. Les producteurs pouvaient continuer à extraire, c'était leur problème. En 1870, il enregistra la Standard Oil Company dans l'Ohio. 2 ans plus tard, alors que la société n'avait que 2 ans, Rockefeller entreprit une opération que ses employés appelaient entre eux l'absorption, tandis que ses concurrents la qualifiaient de boucherie, et que les historiens la désigneraient plus tard comme la boucherie de Cleveland de 1872. Elle débuta en février de la même année. À ce moment-là, Rockefeller était déjà devenu l'un des copropriétaires de la South Improvement Company, une entité juridique qui, sur le papier, se présentait comme une association d'expéditeurs, mais qui était en réalité le cartel le plus élégant jamais créé en Amérique. Le schéma fonctionnait de la manière suivante. Standard Oil et quelques autres grands raffineurs s'étaient entendus avec les 3 plus grandes compagnies ferroviaires du pays: Pennsylvania Railroad, Erie Railroad et New York Central. Ce n'était pas de simples chemins de fer, mais l'artère par laquelle le pétrole du nord de la Pennsylvanie atteignait les ports maritimes. Il n'existait pratiquement pas d'autre voie. Contrôler les tarifs signifiait contrôler la survie de chaque pétrolier de la région. Rockefeller l'avait compris avant les autres et avait négocié avant les autres. Pennsylvania, Erie et New York Central. Le tarif ouvert pour le transport d'un baril de pétrole de Cleveland à New York passa de 1,25 $ à 2,56 $. Tous payaient 2,56 $. Cependant, les participants au schéma recevaient un rabais de 1,06 $. En réalité, ils ne payaient donc qu'1,50 $. Et voici l'essentiel. Pour chaque baril transporté par un concurrent, le participant au schéma recevait encore un autre remboursement de 1,06 $. Ce montant était directement prélevé dans la poche du concurrent pour aller dans celle de Rockefeller. Mais ce n'était pas tout. Les chemins de fer s'étaient engagés à transmettre à la South Improvement Company des feuilles de route complètes pour tous les chargements concurrents. C'est-à-dire littéralement qui, quand, où, combien de barils, à qui ils vendent. Une enquête complète sur tout le secteur et tout cela pour un petit déjeuner d'affaires avec des directeurs de chemin de fer. Les détails ont filtré dans la presse à la fin du mois de février de l'année 1872. Cela ne s'est pas produit grâce à un héros dénonciateur, mais simplement parce que quelqu'un a divulgué des informations à la presse pétrolière d'Oil City. Et ensuite, tout s'est enchaîné tout seul. Lorsque les producteurs de pétrole de Pennsylvanie ont pris connaissance que chaque baril qu'ils produisaient rapportait de l'argent à leur principal concurrent, leur réaction a été immédiate. Des réunions à Oil City et Titusville ont rassemblé des milliers de personnes. Ce n'étaient pas des rassemblements calmes. Les gens criaient, prenaient des résolutions, menaçaient de recourir à la violence. L'un des orateurs a déclaré à ce moment-là « Si nous ne détruisons pas le Standard Oil maintenant, le Standard Oil nous détruira. » Il avait raison dans les 2 parties de cette déclaration, mais dans l'ordre inverse. Les détails ont donc filtré dans la presse à la fin du mois de février de l'année 1872. Ce qui a commencé par la suite en Pennsylvanie ressemblait à une révolte. Les producteurs de pétrole indépendants se réunissaient à Oil City et Titusville, bloquaient les expéditions, envoyaient des pétitions à Washington, exigeaient des enquêtes. Ils appelaient ce schéma un complot contre l'intérêt public. La charte de la South Improvement Company a été révoquée par la Pennsylvanie le 2e avril de la même année. Rockefeller a publiquement déclaré que c'était une erreur et qu'il le regrettait. Pendant ce temps, à Cleveland, une autre opération se déroulait. Rockefeller et son partenaire Henry Flagler ont, en 6 semaines, acheté 22 des 26 raffineries de pétrole existantes dans la ville. Certaines par lot, d'autres une à une au cours de la journée.
Le biographe Ron Chernow, dans son livre Titan, écrit que 6 raffineries ont été absorbées en un seul laps de 48 heures en mars. À ce moment-là, les banques de Cleveland étaient déjà suffisamment liées à Standard Oil pour que les expéditeurs indépendants se voient refuser des crédits. Les conditions des transactions étaient simples. Standard Oil arrivait avec une évaluation. Cette évaluation était généralement inférieure à la valeur réelle. Le vendeur pouvait choisir entre un paiement en espèces ou des actions de Standard Oil. À ceux qui refusaient, on expliquait que leurs tarifs allaient augmenter, que leurs fournisseurs commenceraient à retarder les expéditions, que les prix de leurs produits allaient chuter, car quelqu'un viendrait vendre à un prix inférieur au coût de production. Non pas parce qu'il le pouvait, mais parce qu'il était subventionné par d'autres fonds, jusqu'à ce que vous capituliez. Ce ne sont pas des conjectures ni des versions d'adversaires vexés. Ce sont des témoignages documentés fournis par les propriétaires de ces raffineries dans différents tribunaux et devant le Congrès. L'un d'eux, Morehouse, racontait qu'il avait convenu avec Standard Oil de fournir 85 barils de produits pétroliers par jour. Il avait construit une raffinerie. Standard a immédiatement réduit les livraisons à 12 barils et a augmenté les prix. La raffinerie ne pouvait plus fonctionner. Elle a été vendue. Rockefeller qualifiait tout cela de « rationalisation du secteur ». Permettez-moi de poser une question. Si la rationalisation ressemble à s'y méprendre à de l'extorsion, est-ce encore de la rationalisation? Un ancien concurrent, F.B. Haskins de Pittsburgh, a déclaré lors de son témoignage devant l'Assemblée législative de l'Ohio à peu près ce qui suit. Ils venaient vers nous, non pas en tant qu'acheteurs auprès de vendeurs. Ils venaient comme des gardiens de prison auprès des détenus, leur offrant le choix de vendre à leur prix ou de se retrouver sans marché. C'est une citation tirée d'un protocole qui existe, énoncé par une personne ayant vécu cette expérience. Rockefeller rejetait de tels témoignages en les qualifiant de « déception des perdants ». Ses concurrents avaient échoué dans le monde des affaires et cherchaient des coupables. Cette position était également commode. Toutefois, lorsque plusieurs dizaines de perdants décrivent un mécanisme identique de pression, cette position commence à poser des problèmes de logique. Abonnez-vous à la chaîne, cela va devenir beaucoup plus intéressant, mais aussi beaucoup pire. George Rice, originaire de Marietta, dans l'État de l'Ohio, était un petit raffineur de pétrole. Il ne se distinguait en rien parmi les milliers de personnes travaillant dans le secteur pétrolier durant les années 70 et 80. Il était actif dans ce domaine depuis 1873 et, d'une manière ou d'une autre, il parvenait à survivre, malgré la présence de Standard Oil, jusqu'en 1885. Le 18 février 1885, il reçut un appel des représentants de Cleveland et Marietta Railroad. Le tarif qui lui fut annoncé s'élevait à 35 cents par baril. C'était un tarif standard, public, rien de suspect à première vue. Ce n'est que plus tard, en consultant les documents, qu'il découvrit quelque chose d'étrange. Standard Oil payait seulement 10 cents pour le même trajet. Ainsi, une différence de 25 cents pour chaque baril qu'il transportait allait directement dans les poches de la société de Rockefeller sous le nom de Drabeck. En d'autres termes, pour chaque transport qu'il effectuait, le chemin de fer prélevait 25 cents et les remettait à son concurrent. L'agent impliqué dans ce système était un certain F.J. Carrel, qui était payé 85 $ par mois, dont 25 étaient versés par Standard Oil. Le 13e octobre 1885, le juge fédéral Baxter examina l'affaire et reconnut la discrimination. Le schéma fut documenté. Les noms de Daniel O'Day et G.T. Scheid de Standard Oil furent cités sous serment. Rice poursuivit Standard Oil pendant 22 ans. Il décéda en 1905, ruiné par des frais judiciaires qui avaient englouti tout ce qu'il possédait. En 1899, peu avant sa mort, il croisa Rockefeller dans le hall de l'hôtel New Netherland à New York. Rockefeller lui tendit la main en s'exclamant joyeusement « Comment ça va, George? Nous avons tous les deux grisonné, n'est-ce pas ?» Rice ne lui serra pas la main. Il expliqua à Rockefeller que sa fortune était bâtie sur les ruines des autres. Rockefeller se détourna et partit. Un an plus tard, Rice rédigea un pamphlet intitulé
Comment Rockefeller m'a ruiné. Ce document existe, il a été numérisé et est disponible en ligne. Si vous désirez comprendre ce que cela fait de se battre pendant 20 ans en justice contre l'homme le plus riche du pays et de perdre, non pas parce que vous avez tort, mais parce qu'il a plus d'argent pour ses avocats, lisez-le. Je voudrais ajouter un point car l'histoire de Rice le nécessite. Dans ses témoignages publiés dans Popular Account, qu'il a fourni en 1899 devant la Commission industrielle des États-Unis, il énumérait les procès qu'il avait intentés contre Standard Oil. Il y avait un procès au Kentucky, un autre en Ohio, une poursuite contre le chemin de fer et encore une autre plainte. Chacun de ces procès lui coûtait de l'argent, un argent qui lui manquait de plus en plus. Standard Oil engageait les meilleurs avocats pour ses affaires. Elle retardait les procédures, reportait les audiences et interjetait appel. L'entreprise cherchait à gagner du temps, jusqu'à ce que le plaignant soit épuisé financièrement. Cette méthode est tout aussi efficace que la collusion tarifaire, même si elle est plus difficile à qualifier de criminelle. On l'appelle « exercice du droit à la défense ». Toutefois, l'affaire de Rice n'est qu'un aspect de cette stratégie. Voici une histoire peu connue. Buffalo, dans l'État de New York, en 1881. Charles Matthews a ouvert une usine de fabrication d'huile lubrifiante appelée Buffalo Lubricating Works. Cette entreprise était en concurrence avec Vacuum Oil, dont les 3/4 des actions appartenaient à Standard Oil. Vacuum Oil a commencé à perdre des clients et sa direction a décidé de résoudre le problème de manière originale. Les documents judiciaires concernant Hiram B. Everst et son fils Charles Everst décrivent la situation de la manière suivante. Ils ont recruté l'ingénieur Albert Miller, qui avait auparavant travaillé pour Matthews, et lui ont donné pour instruction de retourner dans l'usine sous prétexte d'y travailler. Et je cite textuellement les déclarations sous serment de l'avocat Truesdale, « organiser l'équipement de manière à provoquer une explosion ou à le détruire ». Le 15 juin 1881, une explosion s'est produite à l'usine Buffalo Lubricating Works. Un grand jury a accusé 3 dirigeants de Standard Oil, Henry Rogers, John Archbold et Ambrose McGregor, de complot criminel. Le procès a débuté en mai 1886. Rockefeller était présent en personne, ce qui est rare car il ne se rendait pas souvent au tribunal. Rogers, Archbold et McGregor ont été acquittés. Les Everst ont été condamnés à une amende. Matthews a obtenu 20 000 $ dans sa première plainte, mais le tribunal a réduit ce montant à 4 000. Il a ensuite déposé une seconde plainte pour 250 000 $. Dans les archives de Standard Oil de cette époque, une instruction a été trouvée émise par leur propre détective qui surveillait Matthews. Nous avons des raisons de croire que la plainte a été déposée pour contraindre Standard à acheter l'usine Buffalo Lubricating Company. En lisant cela, on peut se demander, est-ce une coïncidence? L'explosion de l'usine concurrent, juste après que leur ancien ingénieur ait été instruit de provoquer une explosion, est-ce vraiment un simple hasard? Passons maintenant à la surveillance. Car la South Improvement Company et ses feuilles de route ne sont que le commencement. En 1906, le Bureau des corporations des États-Unis a préparé un rapport sur Standard Oil. Ce document révèle que Standard Oil avait une vaste base de données sur chaque raffineur indépendant. Les informations provenaient de 2 sources, des agents ferroviaires qui rapportaient les expéditions des concurrents et des détaillants, ces mêmes épiciers et vendeurs de pétrole qui étaient approchés par les concurrents. Grâce à ces données, Standard Oil savait qui achetait du pétrole à un indépendant. Des agents de Standard rendaient visite à ses clients et leur proposaient le même produit à un prix inférieur. Spécialement pour eux, à un tarif moins élevé que pour leurs voisins. Pendant ce temps, l'indépendant se retrouvait en difficulté financière. Des agents à Kansas City, dont les noms figurent dans les documents, E.M. Wilhoit et J.S. Youngling, ont confirmé sous serment l'existence de ce système. Ils l'appelaient « harcèlement », un terme qu'ils avaient eux-mêmes inventé. Une des informations que Ida Tarbell a intégrées dans son livre, en se basant sur le témoignage de témoins vivants, concerne un jeune employé de l'un des bureaux de la Standard Oil. Ce dernier a découvert que les documents qui lui avaient été ordonnés de brûler contenaient des instructions telles que « Arrêtez cette expédition,
récupérer ses clients. Parmi les clients à récupérer se trouvait son ancien professeur d'école du dimanche. L'employé a pris soin de conserver ces documents. Une partie de ces papiers a servi de base aux recherches de Tarbell. Cela soulève la question de la manière dont Rockefeller parvenait à ne laisser aucune trace. En effet, il ne laissait pas de traces. Cependant, il arrivait parfois que quelqu'un, à un niveau inférieur, décide de garder ce qu'on lui avait demandé de détruire. Une autre information sur le même sujet est une histoire peu connue. Dans les documents relatifs à l'affaire Buffalo Lubricating, des papiers ont été découverts prouvant que la Standard Oil avait un détective chargé de surveiller Matthews, le propriétaire de l'usine qui avait explosé. Ce détective suivait ses contacts avec des avocats, ses rendez-vous et sa correspondance. Les instructions trouvées indiquaient clairement « Nous avons des raisons de croire que la plainte de Matthews a été déposée pour contraindre la Standard Oil à acheter son usine. » Ainsi, l'entreprise à l'origine de l'explosion surveillait la victime pour s'assurer qu'il ne tentait pas de la faire chanter avec sa propre action en justice. C'est un niveau de cynisme qui ne provoque même pas la colère, mais laisse simplement pantois. Matthews a engagé une procédure judiciaire et a obtenu 4 000 $ lors de sa première plainte. Il a ensuite déposé une seconde plainte pour 250 000 $. Les sources ne précisent pas comment cela s'est terminé. Probablement pas de manière favorable. Quand on dispose de 4 000 $ et que son adversaire contrôle l'ensemble du marché pétrolier du pays, le mot « justice » perd une partie de son sens. Revenons à l'année 1888. Au Sénat de l'État de New York et au sein du comité des productions de la Chambre des représentants, des audiences avaient lieu. Environ 1000 pages de l'important rapport de 1500 pages étaient consacrées à la Standard Oil. Rockefeller a témoigné. À la question de savoir si la Standard Oil obtenait des tarifs plus avantageux que les autres expéditeurs, il a répondu « Non, monsieur ». Lorsqu'on lui a demandé si l'entreprise avait tenté de rendre les affaires de ses concurrents déficitaires pour les forcer à vendre ou à fermer, il a déclaré « Non, monsieur, jamais ». Pendant ce temps, George Rice, avec des documents en main, attendait son tour au tribunal. À ce même moment, l'ancien employé conservait les documents contenant les instructions « Arrêtez cette expédition ». C'était également à cette époque que l'affaire Buffalo Lubricating venait tout juste de se conclure, et tout le monde était au courant. Rockefeller a menti sous serment, 2 fois, clairement. Non, monsieur. Non, monsieur. Aucune accusation de parjure n'a été portée. Si cela vous intrigue, attendez de lire la section sur les politiciens. Tandis que les audiences et les procès se poursuivaient, Rockefeller mettait en place une 3e ligne de défense, d'ordre politique. L'affaire impliquant Henry B. Payne est l'un des cas les plus documentés de l'achat d'un siège au Sénat dans l'histoire américaine. En 1884, le démocrate Henry B. Payne est devenu sénateur des États-Unis pour l'État de l'Ohio. Son fils, le colonel Oliver H. Payne, était trésorier de la Standard Oil. Après la campagne électorale, Oliver aurait déclaré, selon des témoins, que cela lui avait coûté 100 000 $. Ce n'est pas une rumeur, mais une déclaration officiellement enregistrée dans les documents du Sénat des États-Unis. Sur le site senate.gov, dans la section « L'affaire électorale de Henry B. Payne de l'Ohio, 1886 » est une citation mentionnée dans le cadre d'une enquête. Les républicains de l'État de l'Ohio ont interrogé 55 témoins. Les documents ont été transmis au Sénat des États-Unis. Le comité sénatorial sur les privilèges et les élections a voté 44 contre 17 pour mettre fin à l'enquête. 15 républicains se sont joints aux 29 démocrates. Un journal local a alors déclaré « Ce n'est pas le Parti démocrate, c'est une dictature des riches sous le slogan « L'argent décide ». Le prochain épisode se situe en 1896. Mark Hanna, un ami proche de Rockefeller depuis l'enfance, a organisé la campagne présidentielle de William McKinley. Standard Oil a fait un don de 250 000 $. Ce montant est documenté et peut être trouvé dans des sources académiques ainsi que sur Wikipédia, dans l'article sur la campagne de McKinley de 1896. McKinley a remporté les élections. Hanna est devenu sénateur. John Sherman, co-auteur de la loi antitrust, a été nommé secrétaire d'État,
une loi que Hanna et Rockefeller contournent déjà depuis près de 10 ans par divers moyens. En 1908, William Randolph Hearst, magnat de la presse et adversaire de Standard Oil, a lu en public la correspondance entre le vice-président de Standard, John Archbold, et des sénateurs. Le sénateur républicain de l'Ohio, Joseph Foraker, recevait des honoraires de Standard Oil pour des consultations juridiques. Parallèlement, il votait contre les mesures antitrust. Le gouverneur de l'Oklahoma, Charles Haskell, a tenté de bloquer une action antitrust dans son État au profit de la même entreprise. La carrière de Foraker a pris fin. Taft s'est publiquement distancé de lui. Les lettres d'Archbold existent et ont été publiées. Les montants y sont précis. Les noms y sont explicites. Rockefeller n'avait pas de lien officiel avec cette correspondance, car il avait depuis longtemps d'autres personnes pour s'occuper de ses affaires à sa place. Vers 1886, lorsque Rockefeller avait 47 ans, il a commencé à perdre ses cheveux. En 1891, il commandait déjà des perruques. En 1901, il avait tout perdu. Pas seulement les cheveux, mais aussi les sourcils, les cils, tout le reste. Il souffrait d'alopécie totale. Les médecins l'associaient à un stress chronique causé par des années de procès, de pression publique et de menaces. Il a commencé à porter des perruques de différentes longueurs, imitant une coupe de cheveux. Il se faisait toujours photographier avec une perruque. Ida Tarbell l'a vu à l'église vers 1903. Elle a écrit « Il ressemblait à une momie vivante ». Elle a ensuite ajouté « C'était l'homme le plus âgé au monde. Malgré toute sa force apparente, il avait peur. Peur des gens comme lui. » C'était une observation très pertinente. En 1914, un mur de 2 mètres de haut entourait son domaine de Pocantico Hills. Un revolver était placé près de son lit. Des détectives de la Pinkerton travaillaient en permanence pour sa sécurité. Les raisons d'avoir peur ne manquaient pas. Le 4 juillet 1914, une bombe a explosé prématurément sur Lexington Avenue à New York. 3 anarchistes de l'organisation anarchiste Red Cross ont perdu la vie avec leur propre bombe. Selon la police, ils préparaient un attentat contre Rockefeller, ayant l'intention de le faire exploser dans sa maison de campagne à Tarrytown. Cela a été documenté. Ce jour-là, Rockefeller était à un autre endroit. Le pays le détestait tellement que les gens étaient prêts à mourir pour le tuer. La question est, pour quelles raisons exactement? En plus de tout ce qui a déjà été mentionné, il y a un autre épisode dont on parle généralement à voix basse. Le 20e avril 1914, dans le camp minier de Ludlow, au Colorado, la Garde nationale de l'État, en collaboration avec des gardes armés de la société Baldwin-Felts, a attaqué la ville de Tente où vivaient environ 1200 mineurs en grève avec leurs familles. Les mines appartenaient à Colorado Fuel et Iron. Cette entreprise était détenue par les Rockefeller depuis 1902. En 1911, Rockefeller Sr. a passé la direction à son fils. À ce moment-là, environ 12 000 mineurs étaient employés par la société. Le taux de mortalité dans les mines, selon les données d'une commission du Congrès, était 2 fois supérieur à la moyenne nationale, 7,06 décès pour 1000 contre 3,15. Ce n'était pas un hasard. La sécurité coûtait de l'argent et les finances étaient soigneusement suivies. La grève avait commencé le 13e septembre 1913. Les mineurs exigeaient la reconnaissance du syndicat, une journée de travail de 8 heures, le droit d'acheter des produits en dehors des magasins de la compagnie et le respect de la législation minière du Colorado. Le taux de mortalité dans les mines du Colorado en 1912 était de 7,06 pour 1000 travailleurs, alors que le niveau national était de 3,15. En 1910, 2 explosions dans les installations de CF et I avaient causé la mort de 131 individus. En avril 1914, les mineurs vivaient dans le camp de Tente depuis déjà 7 mois, ayant été expulsés des maisons de la société dès qu'ils avaient déclaré la grève. Le 20e avril, les membres de la garde allumaient le feu aux tentes. Les gens fuyaient. Dans une fosse sous l'une des tentes, on a ensuite découvert 11 enfants et 2 femmes asphyxiés. De plus, le leader grec de la grève, Louis Tikas, a été tué, selon certains témoignages, abattu à bout portant après s'être rendu. Au total,
environ 21 individus ont perdu la vie. Rockefeller Jr. a témoigné devant le Congrès. Le 6 avril, 2 semaines avant le massacre, on lui a demandé « Êtes-vous prêt à défendre les actions de vos représentants au Colorado à tout prix ?» Il a répondu « Nous prévoyons de soutenir nos gens à tout prix. » À la question suivante, même si cela coûtait tous vos biens et la vie de tous vos employés, il a de nouveau répondu par l'affirmative. Le lendemain du massacre, le directeur de CFEI, L.M. Bowers, a envoyé un télégramme à Rockefeller Jr. avec des instructions pour transmettre aux journaux amis la version d'une attaque non provoquée des mineurs contre les membres de la garde. Parmi les 408 mineurs arrêtés, 332 ont été accusés de meurtre. 12 membres de la garde nationale ont été acquittés par un tribunal militaire. Aucun des dirigeants n'a été puni. Aucun. Après Ludlow, Rockefeller Jr. a engagé le politicien canadien William Lyon Mackenzie King, futur 3 fois Premier ministre du Canada, pour élaborer le plan Rockefeller. Il s'agissait d'un syndicat d'entreprise, c'est-à-dire d'un faux syndicat créé et contrôlé par la société elle-même. L'objectif était de donner aux travailleurs une apparence de représentation, tout en écartant les syndicats indépendants. Ce modèle a été adopté dans plusieurs secteurs et a retardé le développement de véritables mouvements ouvriers dans un certain nombre d'entreprises pendant 2 décennies. Partagez dans les commentaires vos réflexions sur ce qui est plus inquiétant, la violence manifeste à Ludlow ou ce contrôle silencieux passant par une imitation des droits. Les 2 méthodes proviennent du même arsenal. Passons maintenant aux fonds que Rockefeller a distribués. Cela constitue une partie de l'histoire souvent utilisée pour le dépeindre sous un jour favorable. Oui, c'était un homme d'affaires sévère, mais regardez combien il a donné. D'accord, examinons cela de plus près. Le fonds Rockefeller a été établi en 1913. Dans les années 20 et 30, le fonds a activement financé la science allemande. Cela peut sembler neutre, car la science allemande à cette époque était parmi les meilleures au monde, notamment dans les domaines de la biologie et de la médecine. Toutefois, le diable se cache dans les détails. En 1926, le fonds a alloué 250 000 $ à l'Institut psychiatrique allemand Kaiser Wilhelm. À la tête de cet institut se trouvait Ernst Rudin, un homme qui a ensuite élaboré le programme nazi de stérilisation forcée des inadaptés. D'ici 1926, le fonds avait déjà octroyé plus de 410 000 $ à des centaines de chercheurs allemands travaillant dans le domaine de l'eugénisme. En 1929, il a encore versé 317 000 $ à l'Institut de recherche sur le cerveau. En 1932, 9 000 $ ont été attribués à une étude triennale sur les jumeaux à l'Institut d'anthropologie, d'hérédité et d'eugénisme. La direction de ce laboratoire était assurée par Ottmar von Verschuer, qui comptait parmi ses assistants un certain Joseph Mengele. En 1936, le fonds a honoré un engagement financier de 655 000 $, et ce, après l'adoption en Allemagne des lois de Nuremberg de 1935, qui ont privé les Juifs de leur citoyenneté, entraînant le licenciement de scientifiques juifs de ces mêmes instituts. Le fonds a continué de financer ses activités. À partir de 1943, à Auschwitz, Mengele a mené des expériences sur des jumeaux, envoyant des échantillons biologiques tels que des yeux, du sang et des tissus à l'institut de son supérieur, Verschuer. Le financement direct du laboratoire de Verschuer s'était déjà arrêté en 1939. La direction du fonds a par la suite affirmé qu'elle n'était pas au courant de Mengele. Pas au courant. Très bien. Mais l'argent a bien contribué à construire cette science. L'argent a créé cette infrastructure. Et l'argent a continué de couler après 1935, lorsque l'on n'avait plus besoin d'être chercheur pour comprendre la direction prise par l'Allemagne nazie. Wikipédia, dans son article sur le fonds Rockefeller, indique un montant total, près de 3 millions de $, ont été dépensés pour des instituts d'eugénisme allemands entre 1925 et 1935. 3 millions de $ au prix des années 20 et 30. Cela équivaut à plusieurs centaines de millions dans l'argent d'aujourd'hui. Lorsque l'on évoque le fait que le fonds ne savait pas, cela fait référence à des gestionnaires spécifiques. Cependant,
Il est important de comprendre que le fonds n'existe pas indépendamment des capitaux qui l'ont constitué. Ces capitaux proviennent du pétrole extrait par George Rice et des centaines d'autres. La chaîne de responsabilité est longue, mais elle demeure ininterrompue. Un détail que les narrateurs des histoires de réussite de Rockefeller aiment souvent omettre concerne l'Université de Chicago, qu'il a fondée et financée. Dès 1895, cette institution a été confrontée à son premier scandale relatif à la liberté académique. L'économiste Edward Bemis a défendu les droits des travailleurs et s'est exprimé publiquement en faveur des cheminots en grève de Pullman. Le président de l'université, William Rainey Harper, a demandé son départ. En public, Harper affirmait que Rockefeller n'avait jamais écrit un mot de critique à l'égard d'aucune théorie. L'historien Bergquist a documenté en 1972 que les opinions de Bemis avaient suscité des menaces de retrait de financement. La connexion est directe, même si elle n'est pas formellement écrite par Rockefeller lui-même. Lorsqu'un individu fait un don à une université, celle-ci ne tolère alors plus les personnes qui critiquent les méthodes de cet individu. Est-ce une coïncidence? Voici quelques citations pour étayer cela. Rockefeller a exprimé ses pensées à voix haute, et elles ont été enregistrées. En 1905, il a déclaré à la journaliste Rhea Bennett « Dieu m'a donné mon argent ». La citation complète est plus longue et plus théologique, mais ce fragment est authentique et documenté. En 1901, lors d'un discours devant une école du dimanche, il a dit « La belle rose américaine peut être cultivée dans une beauté magnifique qui ravit ceux qui la contemplent, mais ce, au prix de la sacrifice des premiers bourgeons qui l'entourent. Ce n'est pas une tendance malveillante dans le monde des affaires, c'est simplement la mise en œuvre des lois de la nature et des lois de Dieu. » La rose américaine fait référence à une variété de roses, tandis que les premiers bourgeons représentent les concurrents. En d'autres termes, Dieu a ordonné d'éliminer la concurrence afin de faire fleurir une monopole. Devant une école du dimanche, devant Dieu. Enfin, il y a cette phrase qui lui est souvent attribuée et qui mérite d'être clarifiée. La concurrence est un péché. La formulation exacte dans les sources primaires varie. Rockefeller ne s'en est pas officiellement désisté. L'essence de sa position a été documentée à plusieurs reprises sous d'autres formulations. La concurrence est destructrice, la monopole est efficace, et Dieu est de son côté. Une histoire qui mérite d'être racontée est celle d'Ida Tarbell, une femme qui a accompli seule ce que le Congrès, les tribunaux des États et les enquêteurs fédéraux ont essayé de réaliser pendant 20 ans avec des succès variés. Tarbell a grandi à Titusville, en Pennsylvanie. Son père, Frank Tarbell, était l'un des pétroliers indépendants que la Standard Oil a méthodiquement chassé du marché depuis les années 70. Son partenaire commercial avait mis fin à ses jours. La maison familiale avait été hypothéquée. Ida n'avait que 14 ans lorsque le scandale de la South Improvement Company a éclaté dans les journaux, et elle a vu des hommes adultes revenir de réunions avec des visages qui en disaient long. Elle s'en souviendra. En 1899, le rédacteur en chef du magazine McClure lui a proposé d'écrire sur la Standard Oil. 4 années de travail, les archives, les anciens employés, des milliers de pages de procès-verbaux et de témoignages du Congrès. De novembre 1902 à octobre 1904, le magazine a publié 19 articles. Par la suite, une œuvre en 2 volumes, intitulée « Histoire de la Standard Oil Company » a vu le jour. Une ironie que les historiens notent volontiers, la compagnie a elle-même ouvert ses archives. Elle pensait qu'une documentation neutre serait produite, démontrant la légalité de ses actions. Cependant, elle a découvert dans ses archives précisément ce qu'elle recherchait. Les détails des accords avec les chemins de fer, les noms, les montants, les schémas. Rockefeller la désignait sous le nom de « Mademoiselle Tarbell », avec une intention de déformation. Il affirmait que son livre regorgeait d'erreurs. Les historiens qui ont étudié son travail par la suite ont constaté peu d'erreurs. Les affirmations factuelles majeures ont résisté à l'épreuve du temps. Cela ne signifie pas qu'elle était complètement neutre, elle avait un motif personnel. Toutefois, sa méthodologie, qui incluait le travail sur des documents primaires et l'attribution des sources, respectait les normes élevées du journalisme de son époque.
Roosevelt a demandé au ministère de la Justice d'intenter une action en justice. L'affaire a duré plusieurs années. En 1911, la Cour suprême a rendu sa décision. La Standard Oil avait enfreint la loi antitrust Sherman. 34 divisions. Rockefeller a appris la nouvelle sur un terrain de golf en Floride. Il a terminé son parcours. Il a demandé à son caddie d'acheter des actions de la Standard Oil of New Jersey. À 1913, sa fortune avait doublé. Chacune des 34 divisions avait pris de la valeur comme une entreprise autonome. L'État voulait le punir. Cela a abouti à une augmentation de sa richesse. Il y a un concept que l'on appelle hypocrisie, mais qui est plus précisément décrit par un autre mot, dissociation. Chaque dimanche, il se rendait à l'église. Chaque année, il donnait des millions à des œuvres de charité. Chaque jour de la semaine, il intégrait des actions en justice contre des concurrents, entretenait des liens avec des politiciens et des usines explosaient au moment opportun, tandis que des mineurs étaient brûlés dans des tentes. Ce n'est pas totalement de l'hypocrisie. Un hypocrite sait qu'il fait quelque chose de mal. Rockefeller, semble-t-il, ne considérait pas ses actions comme incompatibles. Dans son système, qui est minutieusement documenté, Dieu lui avait donné de l'argent comme un instrument, un outil adéquat entre de bonnes mains. Les concurrents étaient perçus comme de l'inefficacité. L'inefficacité est un péché contre l'ordre rationnel. Éliminer l'inefficacité, c'est servir le bien supérieur. C'est une logique qui porte un nom. Ce n'est pas de la psychologie, mais de l'histoire. Les personnes qui exercent une violence systémique tout en se voyant comme de bonnes personnes, le font parce que leur système de valeurs classe les victimes dans une autre catégorie. Ce ne sont pas des bonnes personnes que l'on nuit, mais des obstacles qu'il convient d'éliminer. George Rice a engagé des poursuites pendant 22 ans et est mort ruiné. 11 enfants et 2 femmes ont péri asphyxiés dans une fosse sous une tente en feu à Ludlow. Louis Tikas a été tué après s'être rendu. Charles Matthews a reconstruit une usine qui a explosé et a passé le reste de sa vie dans des tribunaux. La famille Tarbell a perdu son domicile. Le dimanche, Rockefeller chantait dans la chorale. Ce n'est pas de la satire, c'est simplement ce qui s'est passé. C'est un bon moment pour s'arrêter et examiner quelques arguments souvent avancés en défense de Rockefeller. Parce qu'une partie de ces affirmations est véridique, et il n'est pas juste de les ignorer. Premier point. Il a réduit les prix du kérosène. Les gens ordinaires en ont profité. C'est vrai, le prix du gallon de kérosène a chuté de 26 cents en 1875 à environ 800 en 1895. Pour une famille américaine modeste, qui se réunissait le soir autour d'une lampe à kérosène, cela représentait une véritable amélioration de leur quotidien. Ce fait ne peut pas être négligé. Deuxième point. Sa philanthropie a sauvé des vies. Là encore, c'est exact. L'Institut de recherche médicale Rockefeller à New York, établi en 1901, est devenu le premier établissement aux États-Unis à se spécialiser uniquement dans la recherche biomédicale. Des chercheurs y ont travaillé sur des découvertes qui ont réellement sauvé des millions de vies. Troisième point. Selon les normes de son époque, il agissait dans le cadre de la loi. C'est partiellement vrai. La loi antitrust n'existait pas avant 1890. Les remises étaient légales jusqu'en 1903. Cependant, il était déjà illégal de témoigner faussement devant le Congrès à cette époque. Organiser une explosion dans l'usine de concurrents était également illégal. Acheter des sièges au Sénat était prohibé, même si cela était plus difficile à prouver à l'époque. Quatrième point. Oui, la tragédie de Ludlow est regrettable, mais Rockefeller Senior n'a pas personnellement donné d'ordre. Cette position est astucieuse, car elle est techniquement juste. Aucun document signé par Rockefeller Senior ordonnant « mettez le feu » n'existe. Cependant, la Colorado Fuel & Iron était son entreprise. Son fils a publiquement déclaré qu'il soutenait les actions de ses employés à tout prix. Le directeur envoyait des télégrammes avec des instructions sur la gestion de la presse. Lorsque le propriétaire est au courant, approuve et contrôle le récit par la suite, cela ne relève pas du hasard. Mais il existe aussi un autre aspect,
souvent omis tant par les apologistes que par les détracteurs, car il dérange les deux camps. Rockefeller avait peur. Une peur réelle et physique. Pas seulement des anarchistes avec des bombes. Il craignait la pauvreté toute sa vie, malgré sa richesse. Son enfance a été marquée par l'incertitude, avec un père pouvant apparaître et disparaître à tout moment, et des finances instables. Cela façonne un certain type de mentalité où l'argent n'est pas un but, mais une protection, où aucune somme n'est suffisante, car tout peut disparaître le lendemain. Ida Tarbell a exprimé cela de manière très précise. Malgré toute sa puissance apparente, il craignait des personnes semblables à lui. Elle faisait référence à des individus sans morale, capables de faire à autrui ce qu'ils font eux-mêmes. La peur d'être englouti, comme il avait englouti les autres. Il a vécu 97 ans, dont près de 40 derniers à Pocantico Hills, derrière une clôture de 2 mètres, entouré de détectives et d'un pistolet sous son lit. Il distribuait des pièces de 10 cents aux touristes, jouait au golf, donnait des interviews en se présentant comme un vieil homme joyeux. « Dieu m'a béni », disait-il. Peut-être. Mais Dieu n'a pas expliqué aux 12 enfants dans la fosse enflammée de Ludlow pourquoi cet homme était si béni. Revenons à la manœuvre qualifiée de « stratagème de 1892 », car elle est en elle-même révélatrice. En mars 1892, la Cour suprême de l'Ohio a rendu une décision déclarant que le Standard Oil Trust était illégal et devait être dissous. Il s'agissait d'une structure de gestion fiduciaire où les actionnaires de plusieurs dizaines d'entreprises transféraient leurs actions à un groupe de fiduciaires, ce qui revenait à un contrôle centralisé sans une corporation unique formelle. La Cour a jugé que cela constituait une violation de la loi. Suite à cette décision, le Standard Oil Trust a annoncé sa dissolution. Les actions ont été transférées d'un panier à un autre. 84 entreprises contrôlées avaient désormais 20 conseils d'administration indépendants. En pratique, cependant, les actions continuaient d'être concentrées entre les mains de 9 fiduciaires ou des membres de leur famille. Tout était identique, juste une forme différente. En 1897, le procureur général de l'Ohio a ouvert une procédure pour outrage au tribunal. Il a démontré que cette dissolution était un subterfuge et une imposture. La Cour suprême des États-Unis, dans son jugement de 1911, a clairement confirmé que la structure après la dissolution de 1892 constituait toujours une monopole illégale. 19 ans se sont écoulés entre la première décision judiciaire déclarant l'illégalité et la véritable division de l'entreprise. Pendant tout ce temps, la société a continué de fonctionner et de croître. La loi a dit stop en 1892, mais l'entreprise a entendu « ne te presse pas » et a poursuivi ses activités pendant presque 20 ans supplémentaires. Cela soulève des questions sur le respect des règles et sur qui bénéficie réellement de ces règles. Revenons à l'histoire du père, car le premier récit n'était qu'un aperçu. Les détails sont primordiaux. William Devil Bill Rockefeller voyageait parfois en feignant d'être sourd et muet. Il se déplaçait avec une ardoise sur laquelle était inscrit « Je suis sourd et muet ». Pourquoi? Ce n'est pas clair. Peut-être cela l'aidait-il à éviter des conversations avec des personnes qui le connaissaient auparavant. Il avait plusieurs pseudonymes enregistrés dans différents États. En Ontario, où il se faisait appeler Dr Livingstone, il enseignait aux gens son art de vendre des remèdes brevetés. Un de ses élèves, Charles Johnston, a ensuite donné une interview en révélant qu'il avait payé 1 000 $ pour cette formation. 1 000 $ dans les années 1870 équivalait à un salaire annuel d'un bon artisan. Pourquoi faire? Pour apprendre à vendre de l'huile comme remède contre le cancer. Pourtant, Bill lui-même a vécu jusqu'à 96 ans. C'est son record personnel de longévité, que son fils milliardaire a finalement égalé presque à l'identique. La génétique, sans doute. Lorsque Eliza, sa légitime épouse, est décédée en 1889, John a demandé au pasteur de la désigner comme veuve dans les documents. Cela signifiait qu'il déclarait publiquement que son père n'existait pas. Pendant ce temps, son père vivait au Canada sous un autre nom avec une autre femme. John lui versait une pension. Ils échangeaient parfois des lettres, famille, valeurs, religion.
Le journal New York World a publié un article révélateur intitulé « La double vie secrète du père Rockefeller après la mort de Bill ». La rédaction de Pulitzer offrait 8 000 $ à quiconque parviendrait à le retrouver vivant. En vain. Les détectives de Rockefeller étaient plus efficaces que ceux de Pulitzer. C'est également une composante du système, la sécurité de l'information en tant qu'outil commercial. Ce qui fonctionnait sous la gestion de Standard Oil, à savoir le contrôle des informations, le manque de transparence et la distinction entre ceux qui savent et ceux qui ne doivent pas savoir, s'appliquait aussi aux affaires familiales. Le principe reste le même, bien que l'échelle varie. Une question que je n'ai jamais trouvée dans les sources est celle de ce que John Davison pensait de son père. Il n'en a jamais parlé publiquement. Jamais il n'a accordé d'interview où il mentionnerait son père. Dans les documents biographiques qu'il contrôlait, son père apparaissait comme une figure floue, un homme d'affaires. Le biographe Ron Chernow note que la seule émotion que Rockefeller montrait lors de conversations privées à propos de son père ressemblait à de la gratitude pour les leçons qu'il lui avait enseignées, pour lui avoir appris à être astucieux. Cela semble probablement juste. Une personne que l'on élève dès l'enfance à tromper chaque fois qu'elle en a l'occasion finit par devenir ainsi. La question est simplement de savoir si l'on doit appeler cela des principes d'affaires ou autrement. Maintenant, parlons de personnes que vous ne connaissez probablement pas. Elles n'ont jamais été riches, elles n'ont jamais donné d'interview. Pourtant, elles font partie de cette histoire tout autant que Rockefeller. Louis Tikas, un émigrant grec, leader de la grève à Ludlow, âgé de 38 ans. Selon les témoins, il était intelligent, réservé et parlait anglais avec un accent. Le 20 avril 1914, il a convenu d'une rencontre avec le commandant de la garde nationale, le lieutenant Karl Linnerfelt. Il s'est présenté. D'après plusieurs témoignages, il a été arrêté et abattu à bout portant après s'être rendu. Son corps a été retrouvé le lendemain. Linnerfelt a été traduit en cour martiale et a été acquitté. 11 enfants ont été retrouvés dans une fosse sous une tente. Leurs noms sont Peter Carmack, Frank Vargas, Charles Bernard Costa, Clara Costa, Lucy Costa, Roger Riva, Raphaël Riva, Roderick Riva, Romolo Riva, Osvaldo Riva et Oliva Riva. 2 femmes adultes, Pedregon Lastras et Taya Androsas, se sont cachées dans la fosse creusée sous la tente, pensant qu'elles allaient survivre. Et ne s'en sont pas sorties. Frank Tarbell, une petite raffinerie de pétrole à Titusville. Il a refusé de vendre. Standard Oil lui a méthodiquement coupé l'accès aux tarifs ferroviaires. Son partenaire n'a pas supporté la pression et a mis fin à ses jours. La maison de la famille a été hypothéquée. Sa fille a grandi, est devenue journaliste et a écrit un livre qui est encore lu aujourd'hui. Ces personnes n'ont jamais reçu un centime du joyeux grand-père. On ne leur a jamais dit que Dieu les avait bénis. Ils ont simplement vécu à proximité de ce que Rockefeller appelait la rationalisation de l'industrie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler de l'un d'eux auparavant. Ou dans les récits habituels sur Rockefeller, avez-vous seulement vu son nom? Il y a plusieurs assertions courantes à propos de Rockefeller lorsqu'on discute de son génie entrepreneurial, qui, lorsqu'on les examine de plus près, apparaissent sous un autre jour. On dit qu'il a triomphé dans une compétition loyale. Non. La South Improvement Company, avec ses tarifs concertés, ne constitue pas une concurrence loyale. L'espionnage à travers les bons de transport des chemins de fer ne relève pas d'une concurrence équitable. La corruption de politiciens n'est pas non plus une compétition honnête. Le fait de donner des instructions à un ingénieur pour organiser une explosion dans une usine concurrente constitue déjà un crime, même selon les normes de 1881. On dit qu'il a créé des emplois. Oui, des milliers. Mais il les a aussi détruits. Lorsque 22 usines de Cleveland sont passées sous un même contrôle, il n'avait pas besoin de 22 directeurs, de 22 comptables ou de 22 départements de vente. La monopolisation ne crée pas d'emplois, elle les redistribue vers une réduction. On affirme que le Congrès et les tribunaux agissaient contre lui pour des raisons politiques,
et non en raison de dommages réels. C'est une défense pour le moins étrange. Le Congrès a rassemblé 1500 pages de témoignages. Les tribunaux fédéraux, dans l'affaire Rice, ont documenté des chiffres précis concernant un accord tarifaire. La Cour suprême des États-Unis a rendu un jugement à l'unanimité. Si tout cela est de la politique et non du droit, où commence alors le droit? On dit que sans Rockefeller, l'industrie pétrolière américaine serait plus chaotique et plus coûteuse. Peut-être. C'est un argument réel, et il a de solides partisans parmi les historiens économiques. Mais cela ne justifie pas les méthodes spécifiques utilisées. La fin justifie les moyens est le principe le plus ancien et le plus discutable de l'histoire de l'éthique. 13 enfants et femmes à Ludlow ne sont pas devenus moins morts parce que le kérosène américain est devenu moins cher. Revenons au début, à l'année 1888 et à 2 mots. Non, monsieur. Rockefeller a nié devant le Congrès ce qui avait été prouvé dans plusieurs tribunaux. Cela s'appelle un faux témoignage. Aucune sanction n'a été appliquée. Pourquoi? Plusieurs raisons, chacune d'elles éloquente à sa manière. 0. Le précédent. Avant Rockefeller, personne aux États-Unis n'avait été poursuivi à une telle échelle pour des pratiques monopolistiques. Les procureurs n'avaient pas d'outils éprouvés. La loi qui permettait cela n'a été adoptée qu'en 1890, 18 ans après la South Improvement Company. Rockefeller a devancé la loi de 2 décennies. C'était là son principal atout. Premièrement, prouver le faux témoignage est plus difficile qu'il n'y paraît. Il faut démontrer non seulement que la personne a menti, mais qu'elle savait qu'elle mentait. Rockefeller pouvait théoriquement prétendre qu'il n'avait pas donné d'ordre personnel pour l'accord tarifaire et que les détails relevaient de la gestion. Deuxièmement, ses avocats étaient coûteux et efficaces. Standard Oil avait l'une des meilleures équipes juridiques du pays. Poursuivre Rockefeller signifiait une longue bataille juridique avec des ressources presque illimitées de l'autre côté. Troisièmement, et de façon très simple, il avait des amis aux bons endroits. Le sénateur Payne, élu grâce à 100 000 $ de son fils. La campagne de McKinley, financée par Standard Oil à hauteur de 250 000. Des lettres d'Archibald avec des montants précis adressés à des sénateurs spécifiques. Ce n'est pas de la conspiration, ce sont des faits documentés avec des noms et des dates. Le système travaillait pour lui, parce qu'il travaillait pour le système. Pas métaphoriquement, mais littéralement, avec de l'argent. C'est en réalité la question centrale soulevée par son histoire. Ce n'est pas « était-il un vilain ?» une catégorie qui n'explique guère, mais plutôt « comment fonctionne un système où un tel individu peut exister ?» Quelles règles auraient dû être établies pour qu'un événement comme Ludlow ne se produise pas? Quelle supervision aurait dû exister pour que ces 22 usines de Cleveland ne disparaissent pas en 6 semaines? Quel mécanisme est nécessaire pour que le faux témoignage devant le Congrès ait des conséquences, peu importe la taille de l'équipe juridique de l'accusé? Les réponses à ces questions sont, en fin de compte, plus précieuses que n'importe quel récit sur un méchant particulier ou un héros spécifique. Et ces questions restent d'actualité. Voici quelques détails, bien que petits, qui en disent long. Lorsque, en 2005, Ida Tarbell observait Rockefeller à l'église, elle a écrit qu'il avait l'apparence d'une momie vivante et qu'il semblait être l'homme le plus âgé du monde. À ce moment-là, il avait 66 ans. L'alopécie avait complètement détruit tout poil sur son corps. Sa peau était sèche et tachetée. Il portait des perruques et feignait de se faire couper les cheveux. Tarbell a aussi noté quelque chose d'autre. Malgré cet aspect terrifiant, il éprouvait de la peur. Elle aperçut la peur dans sa façon de s'asseoir et de regarder devant lui. Ce n'était pas une peur mystique ni métaphorique, mais celle d'un homme conscient du nombre de personnes qui souhaitaient sa mort. Des anarchistes révolutionnaires du groupe anarchiste Red Cross voulaient réellement le tuer. Leurs bombes étaient effectivement destinées à lui. Ils ont trouvé la mort eux-mêmes à cause d'une explosion prématurée le 4 juillet 1914 sur Lexington Avenue. Le corps de l'un d'eux, Carl Caron, a été réduit en morceaux dans l'appartement.
Rockefeller, ce jour-là, se trouvait à Tarrytown. Il a échappé à la mort par pur hasard. Un autre détail, son pistolet était près de son lit. Des détectives étaient présents dans son domaine. Un mur de 8 pieds entourait la propriété. L'homme qui, selon toutes les normes raisonnables, possédait tout ce qu'il était possible d'avoir en Amérique au début du XXe siècle, vivait comme un fort assiégé. Et un troisième détail qui me surprend personnellement. Lorsque Rockefeller a pris connaissance de la décision de la Cour suprême en 2011 et a demandé à son caddie d'acheter des actions, ce n'était pas simplement du sang-froid. C'était un homme qui avait compris le schéma avant tout le monde. Une monopolisation brisée valait plus qu'une monopolisation intacte. Savait-il cela avant l'annonce du verdict? Ou s'en est-il rendu compte à ce moment précis? Dans tous les cas, sa réaction instantanée sur le terrain de golf, face à l'annonce de cette décision judiciaire majeure contre lui, est impressionnante. Pas dans le bon sens, mais cela marque les esprits. Parlons de ce qui s'est passé après l'année 1911, après le démantèlement, après sa retraite. Rockefeller a vécu encore 26 ans. Il est décédé en 1937 à Pocantico Hills. Entre la dissolution de Standard Oil et sa mort, se sont produites la Première Guerre mondiale, la Grande Dépression, l'arrivée de Hitler au pouvoir, le début du fascisme italien, la guerre civile espagnole. Il a été témoin de tout cela depuis sa propriété entourée de murs. Le fonds Rockefeller a financé l'eugénisme allemand dans les années 20 et 30. Cela a déjà été établi. Mais que faisait précisément Rockefeller durant cette période? Il faisait des dons au fonds, mais n'avait pas de contrôle opérationnel sur les subventions qui étaient gérées par des administrateurs professionnels. Dire qu'il a personnellement approuvé le financement de Rudin ne peut pas être affirmé avec précision documentaire. En revanche, on peut dire qu'il a mis en place une structure qui a agi en son nom. Cette distinction est importante, non pas pour se justifier, mais pour la précision. Il est facile de réfuter des accusations inexactes, ce qui peut discréditer des informations précises. En effet, le fonds établi avec son argent, qui porte son nom et est dirigé par des personnes qu'il a choisies personnellement dans les premières années, a investi environ 3 millions de dollars dans la science eugéniste allemande entre 1925 et 1935. Les directeurs de ces instituts ont ensuite élaboré des législations nazies concernant la stérilisation. Un de leurs élèves a mené des expériences à Auschwitz et a renvoyé des échantillons biologiques à l'Institut. Ce sont des faits avérés, sans aucune conjecture. L'héritage de Rockefeller ne se limite pas seulement à l'Université de Chicago et à l'Institut Rockefeller, qui ont réalisé et continuent de réaliser un travail essentiel. Il inclut également l'infrastructure scientifique qui a fourni un socle américain et des fonds à l'eugénisme nazi. Ces deux affirmations sont vraies, en même temps. Il convient de dire quelques mots sur la manière dont se construit l'image d'un grand homme, car dans le cas de Rockefeller, cela se voit particulièrement clairement. Cette image s'édifie en plusieurs couches. La première couche est constituée de ce qu'il a lui-même raconté, la comptabilité, l'Église, les dons dès ses premiers gains. Dieu lui a donné de l'argent, et Dieu lui a demandé de donner. Il négocie lui-même, prend ses propres décisions. Tout est honnête, tout est légal, tout est pour le bien de l'industrie. La deuxième couche concerne ce que ses agents de presse ont réalisé. Après la publication du livre de Tarbell, Rockefeller a engagé Ivy Lee, l'un des premiers professionnels des relations publiques de l'histoire. Lee a créé l'image du grand-père bienveillant avec des pièces de 10 cents. C'est lui qui a orchestré les apparitions publiques de Rockefeller entouré d'enfants et veillé à ce que les histoires de dons précèdent celles des procès. La troisième couche est celle des biographes académiques qui ont pris la parole des décennies plus tard. Ron Chernow, dans son ouvrage « Titan », a produit une analyse équilibrée qui reconnaît à la fois les crimes et les réalisations. Il est honnête concernant les méthodes employées. Cependant, le titre même de Titan fixe déjà un cadre. Il ne s'agit pas d'un escroc ou d'un monopoliste, mais d'un titan. Ce mot provient de la mythologie et non du droit pénal. La quatrième couche est celle qui est actuellement diffusée, avec des citations motivantes sur Instagram.
Dieu m'a donné mon argent et la concurrence est un péché sont présentés comme des sagesses d'affaires. La manière dont Rockefeller pensait à l'argent a donné naissance à un genre entier de vidéos YouTube, où son parcours est perçu comme une histoire de réussite et non comme celle d'un succès qui a eu un coût pour d'autres. Chacune de ces couches contient des éléments réels. Il a effectivement fait des dons, il était indéniablement intelligent et il a transformé l'industrie américaine. Cependant, chaque couche dissimule également quelque chose d'autre, tout aussi réel et documenté. Et c'est ici qu'émerge la question la plus cruciale que cette vidéo tente de soulever. Ce n'est pas « Rockefeller était-il un homme mauvais » qui constitue une problématique simpliste. La question est plutôt « Que célébrons-nous exactement lorsque nous faisons l'éloge du génie entrepreneurial ?» Rockefeller a construit un monopole entre 1870 et 1911, soit 41 ans. Pendant cette période, la législation a évolué autour de lui. Loi antitrust, interdiction des remises, exigence de transparence. Il s'adaptait à chaque fois, sans jamais changer l'essence des choses. La South Improvement Company avait été dissoute et d'autres stratégies avaient vu le jour. Le tribunal avait ordonné la dissolution du trust, mais cela avait été fait de manière fictive. Le tribunal a de nouveau déclaré illégal et il a fallu encore 19 années avant que le véritable démantèlement ne se produise. Ce n'est pas un génie entrepreneurial, c'est un génie de l'évasion. La distinction est fondamentale. Le génie entrepreneurial crée quelque chose qui n'existait pas auparavant. Rockefeller n'a pas créé le pétrole. Il n'a pas développé les méthodes de raffinage, car elles étaient déjà en place. Il n'a pas établi le marché du kérosène, qui fonctionnait déjà. Ce qu'il a mis en place, c'est l'infrastructure juridique, financière et politique pour monopoliser un marché déjà existant. C'est un talent d'une autre nature. On peut le qualifier d'organisationnel, mais il faut honnêtement ajouter que cela incluait aussi des pratiques telles que la pression, l'espionnage, la corruption et, dans un cas documenté, l'explosion d'une usine concurrente. Le génie entrepreneurial crée quelque chose de nouveau. Rockefeller a fondé un système qui prenait une ressource déjà existante, le pétrole, et redistribuait les bénéfices entre quelques mains grâce à un système de privilèges inaccessible aux autres. Ce n'est pas une innovation, c'est une prise de pouvoir. Était-il plus intelligent que ses concurrents? Oui. Était-il plus discipliné? Oui. Avait-il une vision plus large? Oui. Mais aucune de ces qualités, à elle seule, n'explique son envergure. Son ampleur s'explique par le fait qu'il a réalisé des actions que ses concurrents n'osaient pas entreprendre, non pas parce qu'ils n'y avaient pas pensé, mais parce qu'une partie de ces actions était illégale ou immorale, même selon les normes de l'époque, ce qui freinait ceux qui avaient une perception normale des limites. Pour Rockefeller, cela ne représentait aucun obstacle. C'était un commandement divin. Voici quelques épisodes finaux que j'ai délibérément gardés pour la fin. L'année 1886. Des auditions à New York. Rockefeller témoigne. Un des avocats pose une question relativement simple. La Standard Oil avait-elle des informations sur le transport de ses concurrents, obtenues par les chemins de fer? Rockefeller répond « Nous n'avions pas de conditions plus avantageuses que nos voisins. » Puis il marque une pause. Ensuite, il ajoute « Je ne me souviens pas des détails de chaque transaction. » Ne pas se souvenir des détails est une défense classique pour quelqu'un qui sait que des éléments précis vont contredire sa déclaration. Rockefeller a utilisé cette phrase sous différentes formes plusieurs fois lors des auditions des années 1880. C'était l'homme le plus riche d'Amérique, doté d'une mémoire photographique pour les chiffres, un homme qui, depuis ses 16 ans, se souvenait de chaque entrée dans ses livres de comptes. Il ne se souvenait pas des détails. Il est intéressant de voir comment la mémoire fonctionne chez les riches en salle d'audience. L'année 1903. Rockefeller dans une église. Ida Tarbell dans la même église, venue exprès pour observer. Elle décrit « Il chantait des hymnes. Il faisait tomber des pièces dans le plateau. Il saluait des connaissances. Un vieil homme des plus ordinaires lors du service dominical. » À ce moment-là, son livre était déjà publié en série dans McClure's depuis 10 mois. Toute l'Amérique le lisait. Rockefeller en était conscient.
y chantait des hymnes. Elle a ensuite écrit que c'était terrifiant. Pas de manière malveillante, ni démoniaque, simplement terrifiant. Un homme capable de garder en tête tout ce qu'il avait accompli, tout en chantant des hymnes avec l'apparence d'un croyant sincère. Peut-être que pour lui, cela ne représentait pas un véritable simultané. Peut-être qu'il existait vraiment une autre personne le dimanche, celle qui faisait des offrandes et priait. Et puis, il y avait une autre personne le lundi, celle qui donnait des instructions. Entre ces deux individus, il n'y avait pas de contradiction, car dans leur esprit, il n'y avait pas un seul endroit où ils se rencontraient. C'est pire que si cette personne était un véritable méchant qui savait qu'il l'était. Avec un tel individu, il est au moins clair comment agir. Avec une personne qui est sincère, c'est bien plus complexe. Ida Tarbell est décédée en 1944. Rockefeller, lui, est mort en 1937. Elle l'a survécu, ce qui est un petit mais agréable détail. Après la publication de son livre sur Standard Oil, elle est devenue l'une des journalistes les plus célèbres du pays. On lui a proposé des postes politiques, mais elle a refusé. Elle s'est consacrée à d'autres enquêtes sur le travail, la guerre et les droits des femmes. Elle a également écrit plusieurs autres ouvrages, notamment sur Lincoln et l'éthique des affaires, sans ironie, de manière sérieuse. Dans sa vieillesse, elle a donné des interviews et a parlé de Rockefeller sans haine, bien qu'elle n'éprouvait pas non plus de compassion. Elle l'a suffisamment étudié pour comprendre que la haine envers un individu spécifique est une réaction moins utile que la compréhension du système qu'il a engendré. Le système qui a produit Rockefeller existe toujours, même s'il porte un nom différent aujourd'hui. Ce sont les entreprises technologiques ayant un accès monopolistique à l'infrastructure, les lobbyistes à Washington et les fonds d'entreprise dont l'agenda coïncide commodément avec les intérêts des fondateurs. Les affaires antitrust qui s'étendent sur des années pendant que les entreprises continuent de croître. Ce n'est pas une théorie du complot, ni un appel à la révolution. C'est simplement une observation. Ce que Rockefeller faisait de manière ouverte et brutale est aujourd'hui réalisé de façon plus subtile, avec de meilleures agences de communication. Le principe reste le même. Le contrôle de l'infrastructure équivaut à du pouvoir. L'argent en politique est du pouvoir. La gestion de l'information à son sujet est aussi une forme de pouvoir. Rockefeller a compris ces trois éléments avant la majorité des gens. C'est là son véritable génie, même s'il l'a utilisé de manière abominable. Avant de conclure, voici quelques faits moins connus qu'il vaut la peine de connaître. Premier fait. En 1891, Rockefeller a déménagé de Cleveland à New York. Cela en soi n'est pas particulièrement intéressant. Mais voici ce qu'il est. À Cleveland, sa présence, son église, ses voisins et sa vie quotidienne étaient visibles et constituaient un certain ancrage social. À New York, il est devenu moins visible. Son domaine à Pocantico Hills, s'étendant sur 87 km² de terre acquise progressivement, formait un monde à l'intérieur d'un autre monde. Sa propre route, sa propre ligne de chemin de fer, ses propres règles. L'État à l'extérieur, lui, à l'intérieur. Deuxième fait. Rockefeller payait ses employés généreusement, mieux que la plupart des industriels de son époque. Cela est bien documenté. La loyauté était achetée. Ceux qui travaillaient à l'intérieur du système sans poser trop de questions étaient récompensés par celui-ci. Henry Flagler, cofondateur, est devenu l'un des hommes les plus riches d'Amérique. John Archbold, vice-président, a également prospéré. Daniel O'Day, qui organisait des ententes tarifaires contre George Rice, a vécu jusqu'à une vieillesse opulente. Le système savait reconnaître ses membres. Troisième fait, son frère William, à ne pas confondre avec leur père, était cofondateur de Standard Oil et est également devenu très riche. William menait une vie plus exposée, dépensait de manière plus visible et faisait preuve de moins de prudence. Dans les années 80 et 90, son nom apparaissait fréquemment dans les chroniques mondaines, dans des récits de scandales liés aux actions ou à des demeures somptueuses. En revanche, John évitait soigneusement de s'impliquer dans de telles affaires, avec la même précision qu'il mettait à éviter les mots superflus dans sa correspondance professionnelle. Sa discrétion publique faisait partie intégrante de sa stratégie. Si l'on ne te voit pas, il est plus compliqué de t'attaquer.
Troisième fait. En 1889, lorsque sa mère Eliza décéda, Rockefeller se retrouva face à un dilemme complexe. Son père était encore en vie, vivait sous une autre identité, et personne dans le monde officiel ne devait être au courant. Il demandait au pasteur de désigner Eliza comme « veuve ». Les documents furent donc rédigés en conséquence. Son père ne se présenta pas aux obsèques de sa femme. Le fils déclara formellement son père comme inexistant. Quatrième fait. Les derniers mots de Rockefeller varient selon les sources, car plusieurs personnes étaient présentes à son chevet et avaient des versions différentes. Certaines affirment qu'il resta silencieux. D'autres soutiennent qu'il marmonnait des psaumes. Il n'y eut aucune confession finale, aucun bilan. Il s'éteignit simplement. Comme il avait vécu, sans mots superflus. Cinquième fait. 8 des 34 sociétés héritières de Standard Oil existent aujourd'hui sous d'autres noms. Standard Oil du New Jersey est devenu Exxon. Standard Oil de New York a pris le nom de Mobil. En 1998, Exxon et Mobil fusionnèrent à nouveau. Les journalistes écrivirent « Deux fragments de Standard Oil se sont réunis ». Rockefeller était mort 61 ans auparavant. Sa structure a survécu à sa mort, aux décisions judiciaires, à la fragmentation, à la moitié du XXe siècle, et a de nouveau fusionné en une seule entité. La monopolisation a été combattue. La monopolisation est revenue. Cela pourrait être le meilleur épitaphe de toute cette histoire. Rockefeller est mort. Standard Oil a été fragmenté. Exxon et Mobil se sont de nouveau regroupés. La loi a gagné et a perdu, simultanément. Une question me semble essentielle, bien qu'aucune source ne fournisse de réponse. Que se passait-il dans l'esprit de Rockefeller lorsqu'il lisait les écrits de Tarbell? Il les a lus, c'est certain. Ses assistants préparaient des résumés pour lui. Il faisait occasionnellement des commentaires publics, toujours teintés de mépris, en l'appelant Mademoiselle Tarbarrel, avec un nom déformé. Mais que pensait-il réellement à 3 heures du matin, quand il n'avait pas besoin de maintenir une façade? Quand, dans le livre, apparaissaient les noms des personnes que sa société avait détruites. Les montants qu'il se rappelait, car depuis l'âge de 16 ans, il connaissait chaque chiffre par cœur. Les méthodes qu'il avait personnellement conçues ou approuvées. Voyait-il dans tout cela quelque chose qui nécessitait une justification? Ou bien son système était-il si hermétique que la question de la justification ne se posait même pas? Ron Chernow écrit que le seul moment où Rockefeller semblait vraiment vulnérable fut lors de la mort de sa femme Laura en 1902. Pendant plusieurs mois, il ne sortit presque pas de chez lui. C'était une réaction authentique. C'était un homme qui avait perdu quelque chose de tangible. Avec ses concurrents, cela n'avait jamais été le cas. Peut-être que c'est la description la plus précise. George Rice n'était pas réel pour lui. Louis Tikas n'était pas réel. Les 11 enfants dans la fosse à Ludlow n'étaient pas réels. Les chiffres, eux, étaient réels. Laura était bien réelle. Le cœur de l'Église l'était aussi. Tout le reste se trouve dans un équilibre précaire. Ce n'était pas un vilain, c'était pire. C'était une personne dont la définition du « réel » ne comprenait pas ceux qu'il ne connaissait pas intimement. Les enfants de Rockefeller méritent une mention particulière, car ils doivent être considérés comme des individus à part entière et non uniquement comme des héritiers. John Davison Rockefeller Jr. a passé une grande partie de sa vie dans l'ombre de la fortune de son père et, apparemment, il est resté sous l'influence d'un sentiment de culpabilité que son père n'a jamais exprimé clairement, mais qui s'est transmis d'une certaine manière à son fils. C'est lui qui a achevé la construction du Rockefeller Center à New York, qui a financé la restauration de Versailles et de la cathédrale de Chartres et qui a fait don du terrain pour le siège de l'Organisation des Nations Unies. Cependant, c'est également lui qui, après l'incident de Ludlow, a déclaré au Congrès qu'il soutiendrait ses employés à tout prix. Il a ensuite engagé un spécialiste en relations publiques pour gérer l'image de sa famille après ce drame. Il était à la fois l'homme qui construisait des cathédrales et celui qui couvrait le meurtre de 13 personnes. Dans Titan, Chernow dépeint le père et le fils comme des individus au tempérament fondamentalement différent. Le père était plus froid, tandis que le fils était plus sensible.
Pourtant, dans un moment critique, le fils a agi comme son père l'aurait fait. Il a protégé les siens. Il a contrôlé le récit. Cela ne constitue pas un jugement personnel sur Rockefeller Jr. C'est une observation sur la manière dont de grandes richesses et un pouvoir considérable reproduisent des schémas de comportement, indépendamment des caractéristiques individuelles. Le père était distant et couvrait les actions. Le fils, bien que plus doux, a agi de la même façon. Le système a opéré à travers les deux. Les filles de Rockefeller sont presque absentes de cette histoire, ce qui en soi est révélateur de l'époque. Elizabeth, Alta, Edith. Elles ont vécu dans l'ombre de leur père et de leurs frères, se sont mariées et ont mené des vies privées. Les sources publiques en parlent très peu. Parfois, on a l'impression que la seule femme qui a vraiment joué un rôle actif dans cette histoire est Ida Tarbell. Elle n'était ni l'épouse, ni la fille, ni l'employée de Rockefeller. Elle a simplement écrit la vérité. Je souhaite conclure en revenant au commencement, à l'année 1888 et à ces deux mots. Non, monsieur. Rockefeller a prononcé ces mots devant le Congrès des États-Unis. Rien ne s'est produit. Il a continué à travailler. L'entreprise a continué à croître. 23 années supplémentaires se sont écoulées avant une réelle scission. Pendant ce temps, des millions de dollars ont été versés aux bonnes personnes, aux bons endroits. La South Improvement Company a été dissoute, mais les manigances ont persisté sous d'autres formes. Les usines concurrentes disparaissaient. Les pipelines s'élargissaient. Il y a eu une dissolution fictive du trust, 19 ans après le premier jugement d'interdiction, et à la fin, un terrain de golf en Floride. Acheter des actions, un doublement de la fortune. Voilà ce que signifie mentir. Pas dans le sens où quelqu'un aurait intentionnellement inventé de belles histoires à son sujet, bien que cela soit vrai aussi. Il s'agit d'un mensonge plus profond. Lorsque l'on ne parle que du pétrole à bas prix, de l'Université de Chicago et des dons à l'Église, sans évoquer les 35 cents contre 10 cents pour George Rice, ni le « bust up or smash up », ni les noms des enfants dans la fosse sous la tente, ni les 3 millions de dollars pour l'eugénisme allemand, et sans mentionner le « non, monsieur », cela constitue un mensonge par omission. Elle fonctionne exactement comme un mensonge direct. Cependant, il est plus difficile de la déceler. John Davison Rockefeller était l'homme le plus riche de l'histoire des États-Unis. C'est un fait. Il était un baptiste pratiquant. Cela aussi est vrai. Il a menti devant le Congrès. Sa société organisait des explosions dans les usines de ses concurrents. Ses mines tuaient des travailleurs plus souvent que la moyenne nationale. Son fonds soutenait des recherches qui alimentaient l'eugénisme nazi. Tout cela est vrai, en même temps, au sujet d'une seule personne, dans une seule existence. C'est pourquoi une vision simpliste, qu'elle soit celle d'un génie ou d'un vilain, sera toujours incorrecte. Parce que la réalité est que tout cela pouvait se retrouver dans un seul individu. Et cela devrait nous inquiéter bien plus que n'importe quelle étiquette commode. Il y a plusieurs choses que je n'ai pas dites plus tôt, car je voulais les garder pour ce moment. Rockefeller a un jour déclaré lors d'une interview « Je crois que la capacité de faire de l'argent est un don de Dieu, qu'il faut développer et utiliser de la meilleure façon pour le bien de l'humanité. » Nous sommes en 1906. Il a 67 ans. La Standard Oil fonctionne toujours comme un monopole. Une décision judiciaire sur le sujet interviendra encore 5 ans plus tard. La tuerie de Ludlow surviendra dans 8 ans. Le financement des instituts d'eugénisme allemands interviendra dans 19 ans. Il prononce ces mots avec une grande sérénité. Sans se défendre, sans se justifier. Il explique simplement un principe. Cela fait déjà 2 ans qu'il est à la retraite. Le livre de Tarbell a déjà été publié. Le massacre de Ludlow est encore à venir dans 8 ans. Prenons le temps d'analyser cette phrase. « Don de Dieu » signifie que ce n'est pas ma réussite, mais une grâce. Doit être développé, implique un devoir, pas un plaisir. Pour le bien de l'humanité, signifie que cet argent, en fin de compte, ne m'appartient pas, je ne suis qu'un gestionnaire. C'est une belle construction théologique. Le problème est que le bien de l'humanité n'est pas défini. Qui fait partie de cette humanité?
clairement pas George Rice, clairement pas Louis Tikas, clairement pas les familles des mineurs de Ludlow. Ils ne faisaient pas partie du « bien », mais des « coups ». Dans ce système, l'humanité se réfère à ceux pour qui le kérosène devient moins cher, où une université est construite, où une médecine est financée. Des bénéficiaires anonymes. Pas des individus avec des noms et des familles. Les personnes concrètes avec des noms et des familles sont celles qu'il faut éliminer pour atteindre le bien. Des bourgeons précoces qui gênent, vous vous en souvenez? La loi de la nature et la loi de Dieu. La partie la plus troublante de cette histoire n'est pas que Rockefeller ait fait de mauvaises choses. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'il les a faites en étant absolument convaincu de sa propre justesse. Non pas en dépit de sa foi, mais grâce à elle. Sa foi ne l'a pas arrêté, elle l'a expliqué, elle l'a justifié, elle l'a sanctifié. C'est probablement la réponse à la question de savoir si on vous a menti au sujet de Rockefeller. On vous a menti des deux côtés. Ceux qui ne parlaient que de succès et de philanthropie ont menti. Ceux qui ne parlaient que de vilainie ont aussi menti, car un vilain est plus simple que la vérité. La réalité, c'est qu'il s'agissait d'un homme convaincu, sincèrement engagé. Et c'est précisément ce qui le rendait dangereux. Enfin, parlons de ce qui arrive ensuite à de telles histoires. En 1937, Rockefeller est décédé. En 1944, Tarbell s'éteint. En 1998, Exxon et Mobil, deux fragments de la Standard Oil brisés, se sont à nouveau unis. ExxonMobil a été fondée. C'est la plus grande entreprise pétrolière cotée en bourse au monde. En 1998, la biographie de Rockefeller, intitulée « Titan », a été publiée par Chernow. Ce livre a reçu le prix Pulitzer. Il compte environ 1000 pages et est à la fois équilibré, détaillé et honnête sur les méthodes utilisées. En 2004, le film « Les carnets d'un motard » traite de Che Guevara. Bien qu'il ne porte pas sur Rockefeller, il aborde un thème pertinent. Un jeune homme constate une injustice et décide de lutter contre elle. C'est une vision romantique et valorisante. Cela représente un genre. Un autre genre est celui des vidéos motivationnelles sur Rockefeller que l'on trouve sur YouTube. Elle parle de sa façon de penser l'argent, de ses réveils à 5 heures du matin et de son habitude de donner 1/10 de ses premiers gains. Abonnez-vous pour découvrir le secret de la richesse. Le troisième genre est constitué des travaux académiques des historiens qui attirent environ 200 lecteurs. Enfin, le quatrième genre est ce que vous êtes en train de visionner. C'est une tentative de rassembler en un seul endroit des éléments des trois premiers genres, d'ajouter des noms de personnes qui n'y apparaissent généralement pas et de vous fournir des éléments pour tirer vos propres conclusions. Ida Tarbell a écrit à la fin de sa vie « Nous voulions connaître la vérité sur Standard Oil, et nous l'avons trouvée. Elle était pire que ce à quoi nous nous attendions, et plus complexe que prévu. » Pire et plus complexe, c'est probablement la formulation la plus précise pour la plupart des récits concernant l'argent et le pouvoir. Ni méchant, ni héros. Pire et plus complexe. Cela ne signifie pas qu'il est impossible d'avoir un avis. Au contraire, il est même nécessaire d'en avoir un. Cet avis sera sans doute inconfortable, car il faudra reconnaître que l'individu dont le nom figure sur plusieurs universités et instituts médicaux a également menti sous serment, organisé des chantages contre ses concurrents et financé des recherches qui ont ensuite alimenté l'eugénisme nazi. Tout cela concerne une seule et même personne. Pas deux, pas trois. Une seule. Il est préférable d'avoir un avis après avoir pris connaissance de tous les éléments, y compris des 35 cents contre 10, des enfants dans les fosses, des hymnes à l'église et des actions après les décisions judiciaires. Tout cela ensemble. Voilà en somme tout ce qu'il y a à savoir sur Rockefeller. Presque tout. Écrivez dans les commentaires ce que vous saviez déjà et ce qui vous a surpris. Je suis vraiment curieux de savoir ce que l'on enseigne à son sujet dans les écoles de différents pays. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car le prochain épisode sera consacré à un individu qui est encore plus aimé, mais qui, de manière encore plus évidente, ne mérite pas cette affection. Il s'agit d'un homme, d'une vie, entre 1839 et 1937.